Jim, Salut comment ça Jules, va? ça va? Ça va, ça va. Je sais pas à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui, mais pressé, pressé. Ah bah, pendant une heure, tu vois, j'ai j'ai tout à te raconter. À te poser comme question pour aller découvrir, qui est beau papa Jim. Mais, avant de commencer comme ça, juste une question aléatoire. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué récemment? Avec les petites, du coup, en tant que beau papa Jim. Bah, comme tu veux, papa, ou un truc qui t'a marqué toi, en tant que papa tout court ou en tant que Jim, ou en tant que beau aussi? Hem, ouais, très très récemment, j'ai accueilli ma maman. Donc juste pour la petite histoire, moi j'ai déménagé aux États-Unis justement pour rencontrer, une femme qui avait fait partie de ma vie, pendant le temps d'un week-end en 2015. On s'est retrouvés il y a 2 ans pour des vacances à passer ensemble, pour reconnecter et il se trouve que pendant ce voyage-là, on a tellement reconnecté qu'on voulait plus se séparer et donc du coup, j'ai tout quitté. J'ai quitté la France, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis pour être avec elle. Sur le chemin, on s'est mariés et maintenant je vis de manière permanente aux États-Unis. Sauf qu'elle n'était pas tout seule, hein. Dans le lot, j'avais aussi 2 petites filles, qui étaient pas très petites puisqu'elles avaient 12 et 14 ans quand je les ai rejoints. Donc pleine phase d'adolescence et donc j'ai pris dans la tête un nouveau pays, un nouveau statut d'homme marié et de papa, beau papa. Pourquoi je dis ça? Déjà ça pose le contexte à Oui, qui tu parles là aujourd'hui, tu bah, vois? oui. Voilà, et claque dans la gueule. Et la petite anecdote que je te raconterai, c'est que là, je viens de recevoir ma maman, du coup, au bout de 18 mois passés sans la voir. En tout cas, physiquement, on faisait des visios. Et c'était très important puisque on sortait d'une phase où elle avait pas trop accepté le fait que je parte à l'autre bout du monde. Je suis son seul enfant, son seul fils. Là, je parle pas au papa, je parle aux mamans. Ça va leur faire quelque chose s'il y en a qui regardent. Et c'est difficile de voir partir son enfant, surtout que mes parents sont divorcés. Elle a vécu avec moi pratiquement toute ma vie, en l'occurrence. Donc le cordon avait dû être un peu coupé. Et donc là, je suis content parce que grosse fierté de la voir venir ici, de lui faire découvrir mon environnement géographique, familial, de papa, de marié, qu'elle connecte et qu'elle partage des sourires, des moments avec toute ma nouvelle famille et que ça se passe très bien. Qu'il n'y ait jamais de la friction, jamais de trucs négatifs. Donc ce serait ça mon anecdote, un truc positif, qui est d'avoir ma maman et que ça se passe bien avec ma nouvelle famille. J'ai aussi, je me rappelle quand j'ai quitté le Liban, moi, c'est ma mère, elle avait cette fierté de ne pas, comment dire? De ne pas pleurer, devant moi pour, me laisser partir. Mon père, il trouvait tous les moyens pour, m'empêcher. Il me dit: «Je vais pas payer ton argent, je vais mettre ton nom à l'aéroport». Je dis: «Papa, j'ai plus que 18 ans, je suis un adulte maintenant». Donc, et puis après, il a fini par pleurer en pleurs parce qu'il voulait pas, comment dire? De tout simplement de me laisser partir. Puis ma mère après, elle m'a raconté qu'elle a eu des veines qui ont pété tellement elle a gardé ses émotions en elle. Donc, oui, je Tu, comprends. tu penses que c'est culturel ça? Parce que quand tu me dis ça, moi avec le franco-français maintenant qui existe aux États-Unis, je me dis c'est plutôt l'inverse. En tout cas moi ça aurait plutôt été l'inverse. Le papa qui est ok sans vraiment être ok mais qui te le dit pas et la maman qui va absolument te récupérer. Est-ce que tu penses que c'est propre à ta famille toi ou c'est la culture libanaise? Moi, je pense qu'il y a un côté culturel, mais il y a un côté aussi de parents, tu vois? Avec, papa, maman, on réagit différemment avec l'aspect culturel aussi. Parce que si je rentre au Liban, c'est comme si c'était le premier jour, je suis parti. Tu es accueilli avec: «Hey!» C'est comme quand on s'échange par téléphone aussi, le fait que tu sois loin, bah, tu cries dans le téléphone pour mieux entendre. Toi, il y a des petites choses aussi culturelles qui sont plus connexion famille. Nous, dans notre culture, c'est une culture familiale. Donc la famille, c'est important. On vit tous ensemble, on est proches, on échange. Donc le fait, les Libanais, leur particularité, c'est qu'ils ont quand même des familles éclatées un peu partout dans le monde, mais que ce soit connecté sur place ou à l'international, mais il y a toujours cette connexion-là. Et ma femme est mexicaine et du coup les Mexicains ou en tout cas cette partie-là du Oui, monde, c'est des gens qui sont très tournés vers la famille aussi. Les frères, c'est les frères, tu fais ta vie avec les frères autour, tu fais des cook-out le week-end, des grands barbecues où tu invites les cousins et tout le monde. Ce qui veut dire que pour ma femme, c'était d'autant plus important de rencontrer ma maman et que ça se passe bien avec elle. C'est pour ça qu'elle avait été exact. très peinée au début quand ma mère voulait pas l'accepter, ou en tout cas elle voulait pas accepter ce qui se passait pour moi. Pas vraiment l'humanisation, pas vraiment la personne, ma femme, mais
le fait que je sois parti pour une femme à l'autre bout du monde, peu importe cette Ouais. personne-là. Ça lui a fait beaucoup de peine et d'ailleurs, limite elle me le reprochait un petit peu. Donc il y avait un double enjeu de faire venir ma maman et que ça se passe bien avec tout le monde. Donc je comprends quand tu dis la famille c'est important. Moi je suis pas c'est pas que je suis pas branché famille, mais j'ai appris, à vivre, et à avancer on va dire seul souvent dans ma vie, à prendre les choses par moi-même et donc à prendre le nouveau rôle de beau papa par moi-même aussi. Donc c'était moins important que pour les autres. Et des fois, faut faire les choses pour les autres et pas pour soi. Ça me fait penser à 2 questions que je vais te poser. Peut-être, je vais voir comment ça va venir, mais, en parlant de maman, je suis curieux de savoir comment étais-tu enfant? Mmh. Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais l'enfant qui était en moi s'est arrêté à 21 ans, pendant un cursus de licence informatique. Et Mmh? je te dis ça, c'est parce que ça répond bien à l'enfant que j'étais, très introverti, le bon copain qui te fait marrer de temps en temps, mais qui se met rarement, en avant, qui met rarement ses opinions en avant, qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et par ce en quoi il croit. Quelqu'un d'effacé, avec une maman du coup, célibataire, divorcée, qui prenait son temps plutôt pour nous faire manger, pour me faire manger à la fin du mois, avec moins de temps à me dédier, à m'amener à droite à gauche, à des activités, à des voyages dans le monde. J'ai voyagé très loin dans ma vie. J'ai eu un ordinateur et internet à 18 ans alors que tout le monde en avait à 11 ou 14 ans. Internet, OK. l'ouverture sur le monde et sur les autres très très tard. J'étais sympa, hein, mais fallait venir me chercher quoi. Ouais, non, j'ai l'impression qu'on a un point commun comme ça, parce que le nombre de personnes qui me voient aujourd'hui me disant: «Mais toi, ton contact est facile avec les gens, tu es extraverti». Puis en fait, je suis quelqu'un, qui a démarré, tu vois, introverti. Et puis quand je regarde mon parcours, je dis: «Ah bah, comment on est arrivé à ce changement-là dans la vie?» Mon premier voyage, moi, c'était en France. Puis j'avais 18-19 ans aussi quand j'ai pris l'avion. Mon fils, il a 19 ans, il va avoir 20 ans en septembre, il est déjà allé tout seul au Japon. Il a fait le tour du monde avec nous. Et puis à chaque fois que je lui dis: «Eh, c'est la première fois que j'ai fait ça», je lui dis: «Oh, à chaque fois tu nous sors ça, tu nous sors ça», pour relativiser. Et puis on a eu une discussion récemment de qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est quoi son plan? Mais je pense que son plan est de rester encore quelques années avec nous. Donc maman est contente par rapport à ça. Mais c'est assez marrant, c'est les échanges que je peux avoir avec les papas, c'est de découvrir qu'on a quand même des points communs, puis les impacts que ça peut avoir sur nos comportements ou notre rôle en tant que papa vient Yes. parfois de de ces moments personnels qu'on a vécus. Et tu parlais d'un échange avec ton fils sur les voyages. Est-ce que d'une manière générale, quand tu vois ton fils évoluer et quand tu lui donnes des choses que potentiellement toi, quand tu étais plus jeune, tu n'as pas eu, il y a des fois ce côté, pas d'injustice, mais tu aimerais lui faire prendre conscience et connaissance que des fois il est quand même très bien loti là où il est, dans la vie qu'il a, par rapport à toi, des expériences que tu as eues ou des gens que tu as connus qui n'avaient pas ce qu'il a lui aujourd'hui. Est-ce que des fois, je ne vais pas dire que c'est négatif, mais est-ce que des fois ça te renvoie à des choses passées où tu dis, putain, il est dur quand même mon fils, hein, il devrait être heureux comme il est aujourd'hui. J'ai mon côté, un peu d'enfant qui a vécu, la guerre du Liban. Toute mon enfance était un peu là-dedans. Il y a toute une histoire qui est liée à ça. Puis j'avais tendance de, montrer la valeur des choses à mes enfants en leur parlant de tel ou tel, on va dire, de tel sujet. «Finis ton assiette parce qu'on mange pas à la fin», «Fais ceci ou range cela», puis, «Recycle telle et telle chose», la consommation, des choses comme ça. Puis il y a un moment, il y a une petite anecdote qui est arrivée un jour, c'était, quand on est parti dans un chalet, puis mon fils était encore jeune et puis il regardait un téléphone accroché au mur. Il dit: «C'est quoi ça, papa?» Il dit: «Ça, c'est un téléphone», tu vois? Ils ont l'habitude d'avoir des téléphones, tu vois? Et là en fait, j'ai réalisé que je me suis dit: «Mince, moi j'ai 40 ans, lui il a 14 ans, puis il y a des choses qu'il a pas appris dans la vie, puis il va apprendre différemment». Et j'ai décidé à ce moment-là que c'était plus facile pour moi, en tant qu'adulte, de prendre son âge, que de lui demander que lui, à 14 ans, de réfléchir comme quelqu'un de 40 ans. Ce n'est pas un exercice facile,
C'est peut être frustrant de temps en temps, mais ça m'a permis de voir un peu les choses, à leur niveau. Donc, moi aussi de de vivre aussi comment eux ils vivent avec mes enfants, puis moi mon rôle de papa. Puis ça m'a permis, tu vois, les histoires que j'ai racontées, de me rendre compte ils entendent ça aussi. Donc quand il est parti au Japon, je lui dis: «Ah, je suis fier de toi d'avoir pris cette initiative. On part pas, allez, chiche, école, hop». Puis ils sont partis à 3 avec 2 copains. Ils ont organisé tout, tout seuls. Et puis, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que j'ai appris de quelqu'un qui a quitté son pays avec son sac à dos. Donc ça veut dire les histoires qu'on raconte, les choses qu'on partage, bah, rentrent ici, puis on a l'impression que c'est pas enregistré, mais non, ils sont enregistrés, mais font leur clic à un moment donné où ça doit le faire. Donc, Et d'ailleurs, il y a 2 choses dans ce que tu dis qui sont intéressantes. La première chose, c'est la mise à niveau ou le fait que la valeur des choses ou que l'importance des choses n'est pas la même chose. On n'a pas la même perception pour la valeur et pour l'importance des choses dans nos baskets de papa versus dans leur basket d'enfant. bien sûr. Heu, un exemple très concret, la rentrée scolaire, c'est elles jouent leur vie. Moi, les 2 petites, elles ont joué leur vie. Elles en ont parlé 1 mois avant de rentrer à l'école. Donc 1 mois de vacances, au bout d'un mois de vacances, elles pensaient déjà à la rentrée scolaire alors qu'elles avaient encore 1 mois de vacances. C'était le sac à avoir, les fournitures à avoir. Elles nous ont montré leur sac 3 fois avant le jour J. Tous les types de crayons, de stylos, les couleurs, les choses comme ça. La tenue, et pas la tenue de la rentrée, les 5 tenues des 5 jours de la première semaine de la rentrée. Les 5. Ah bah, ça, c'est parce que c'est des filles aussi, hein. C'est parce que Moi, c'est j'en des ai filles. une à la maison. Ça pour le coup, tu as 2 façons de gérer ça en tant que papa. Soit, soit tu t'en fiches et tu leur dis genre: «Ah, c'est très bien». Après une fois, elles l'ont fait, tu dis: «Écoute, je t'ai écouté, très bien, merci». Et la deuxième façon, c'est en fait, tu prends du plaisir et tu te mets à leur place. C'est un truc important. Envoie-leur de la positivité, rassure-les, pose d'autres questions que juste qu'elles te disent. Rentre aussi dans le détail, pourquoi cette couleur-là, pourquoi cette tenue-là, quelles sont les filles que tu vas retrouver à l'école. Et, et ça, c'est pas facile parce que ça, en tant que papa, en fonction du moment de la journée, en fonction de la répétition, avec les mêmes informations qu'elles amènent, il faut garder la patience, l'enthousiasme et le sourire comme si c'était à chaque fois la première fois. Et, et attention, hein, moi c'est pas tout le temps le cas, ça c'est la théorie. En pratique, des fois j'en ai marre, je suis fatigué. Et je vais pas leur faire un bisou avant d'aller dormir, je suis déjà en train de moi dormir dans le lit, je les ai juste checké un petit peu, on a un rituel avant d'aller dormir. Mais ça, pour moi, c'est un vrai challenge en tant que papa. C'est justement c'est patience, enthousiasme et positivité à toute épreuve. C'était une des questions que j'avais pour toi, de dire quel est ton défi dans ton rôle de papa? Est-ce que c'est bien celui-là d'être à l'écoute des enfants, tout le temps ou tu en as un autre? Il est bien présent. J'essaierai absolument de sortir de. Il n'y a qu'une seule réponse. Je pense qu'il y en a plusieurs, en tout cas me concernant. Il y a celui-là. Une autre réponse, et je serais curieux d'avoir la tienne aussi, peut-être pour toi s'il n'y en avait qu'une de réponse. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais une deuxième réponse, c'est pour reprendre les wagons avec l'histoire que j'ai racontée au début, mon histoire personnelle, c'est que moi j'arrive dans un foyer, dans une tribu de 3 femmes qui ont toujours été 3 femmes et uniquement 3 femmes. Donc j'arrive en colonisateur masculin avec mon drapeau de jeune français qui attaque le pays continent nord-américain, États-Unis, Mexique, grosso modo. Mix culturel incroyable dans les deux sens, positif et négatif. Et donc c'est très compliqué. C'est un vrai challenge que d'arriver à faire sa place. Et je pense que c'est ça le plus gros challenge. Ça l'était au début, ça l'est encore aujourd'hui. Et avant que tu répondes peut-être à toi sur la même question, un truc important, c'est le chemin à prendre quand tu as ce genre de scénario en face de toi. Moi, j'ai mal commencé, mais comme tout le monde, c'est l'histoire classique. J'arrive et j'ai mes propres habitudes et je veux absolument contrôler et juger ce qui se passe, changer ce qui se passe. Ma défense, il n'y en a aucune, mais ma défense, c'était que moi, je changeais aussi de pays. C'est-à-dire que je n'avais aucun repère en arrivant ici. Et c'est con, mais quand t'es quelqu'un qui a déménagé et que t'as plus aucun repère, t'essayes de trouver des repères dans des conneries. Une connerie, c'est les petits gâteaux le matin avec le thé. Il faut pas qu'il y ait des miettes qui traînent. Voilà, ça c'est un repère. C'était comme ça à la maison chez moi. Et ça me rassurait de me dire que ça allait être comme ça ici. Mais non, ici c'est différent. Ici il y a des miettes, c'est pas grave. On nettoie.
à la fin de la journée, le lendemain. C'est une famille qui vit, en fait. C'est pas grave. Moi, homme célibataire, bah, j'ai d'autres bref, tu as compris l'histoire, mais du coup, j'arrivais en voulant contrôler, juger les autres. Ça ne marche pas de faire ça. Dans n'importe quel environnement d'ailleurs, hein, familial, professionnel, si tu arrives en ayant, un ego et des habitudes et des envies de faire appliquer tes habitudes et ton ego aux autres, c'est l'échec. Et donc après, j'ai adopté une autre posture qui était une posture juste de moi faire comme je voulais pour moi, mais ne jamais vouloir contrôler et juger les autres pour ce qu'ils font différemment. Et en fait, naturellement, les gens qui veulent prendre des nouvelles routines ou des nouvelles façons de faire, parce que pour toi ça marche, le feront si elles le souhaitent et si ça marche pour elles. D'où l'adaptation. La capacité à s'adapter, c'est pas la capacité à compromettre, c'est la capacité à apprendre à vivre avec ses propres habitudes, ses propres croyances, ses propres valeurs, et à faire que ça fonctionne et qu'à la fin de la journée, il y en ait qui s'adaptent et il y en ait qui s'adaptent pas. Mais c'est le jeu en fait et c'est ok. En parlant, d'adaptation, et puis le fait que toi aussi on a quand même je me rends compte qu'on a quand même pas mal de points communs tous les 2. Arrête. C'est pour ça qu'on se connaît bien un peu. Bah, là, j'apprends aussi à te connaître en même temps avec un autre aspect. Donc là, on a une connaissance professionnelle, amicale, mais là, c'est un peu plus, poussé pour dire, voilà, c'est quand même un rôle qui est nouveau pour toi? Ça fait combien d'années? Beau papa, papa, 18 mois. 18 mois, donc c'est vraiment récent. Puis, Oui. d'après toi, est-ce qu'il y a une différence entre le rôle d'un papa et le rôle d'un beau papa? Je pense que si tu interrogerais ma femme, elle te dirait une autre version de ma réponse qui arrive. Là, encore une fois, j'ai parlé de théorie, parce que c'est ce qui me vient en tête sur le chemin, ce qu'il faudrait. Je pense qu'il n'y a pas de, il y 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 a pas de bordure. Il y a pas de, ça devrait être la même chose. Surtout pour des enfants qui n'ont jamais eu de papa. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de modèle. T'arrives t'arrives en construisant toi-même le moule qui est inexistant. Alors oui, elles ont des amis, surtout qu'elles sont adolescentes, elles en parlent autour d'elles. J'ai un nouveau papa, il est bizarre, il est drôle, il est français, il mange la baguette, il a le béret. Bon, ok, c'est bon, on a compris. Bouteille Merci. de vin, tu oublié le bouteille de vin. Alors non, heureusement non. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça, aux États-Unis, l'alcoolisme, c'est un sujet. Donc non, non, heureusement, j'ai pas la bouteille de vin. Euh, mais je pense qu'il devrait pas y avoir de barrière, de limite entre les deux. En revanche, dans les faits, oui, il y en a une. C'est l'amour que tu dois trouver, l'amour que tu dois construire avec des gens qui ne sont pas issus de ta famille, mais qui la deviennent en quelque sorte. Dans les faits, ça devrait être naturel. Dans les faits, ma femme me dit, attends, mais je devrais pas te dire qu'il faut que tu fasses des choses avec elles, qu'il faut que tu leur dises certaines choses, qu'elles attendent certaines choses de toi. Ça devrait être naturel. Et elle a raison de me dire ça. Dans les faits, c'est très compliqué. Je dis pas que je suis en train de construire quelque chose, je dis juste que ces choses-là arrivent naturellement et que suivant les filles, parce qu'il y a ça aussi, hein, faut construire au même niveau avec les deux. Sauf que on a chacun notre personnalité, on a chacun nos façons de faire, de voir la vie à des âges différents. Et il y a forcément une des filles avec qui des fois ça prend un peu plus sur certains sujets que d'autres. Et vice versa. Sauf qu'à la fin, il faut quand même que ce soit égalitaire. L'amour et l'attention que je donne à ces enfants, il faut que ce soit la même chose. J'aborde des trucs un peu philosophiques, hein, et on n'a pas d'alcool, justement. On n'a pas la bouteille de vin pour en discuter. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ce genre de choses, si c'est clair, justement, pour toi ou pour les Moi, gens c'est qui nous écoutent. clair pour moi et je trouve que tu as aussi cette franchise de partager les choses parce qu'il y a la théorie, les livres, qu'on lit, s'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut que tu te comportes comme ci, comme ça. Ça me fait penser parfois au coaching en disant: «Tiens, on a appris une méthode, il faut suivre. Sois naturel», sauf que tu es pas naturel et si tu l'étais, tu l'es plus parce que tu suis un processus. Et il y a vraiment ce qui se passe réellement. Donc, il y a comment toi aussi tu l'abordes, comment toi tu le vis avec ton histoire, ton passé, mon histoire, mon passé, mon expérience. On peut vivre la même chose, mais on peut avoir des adaptations ou on va dire une façon de faire ou un comportement qui diffère. Et moi, ce que j'aime dans ce que tu as partagé, c'est que tu as dit: «La théorie, c'est comme ça, mais en réalité, voici ce que je vis». Et c'est ça que moi j'aime aller chercher pour dire: «Hey, ben, nous en tant que papa, on vit des trucs.
mais est-ce qu'on est capable de les partager? Est-ce qu'on n'est pas capable de les exprimer? Donc, on a notre façon de faire, mais la réalité, c'est ça. Peut-être on est moins susceptible ou on est moins attentif à des trucs ou on peut avoir des habitudes très strictes. Mais ça, c'est lié à nos passés, nos histoires et c'est quand on les partage comme ça, je trouve avec, à travers les conseils de papa, j'aimerais bien aller chercher ça pour partager des choses en disant: «Ah, je suis pas seul dans ce truc-là. J'aimerais ah, Jim, comment tu as fait pour surmonter ça?» ou inversement. Donc c'est ça qui est assez cool. Pour aller dans ton sens, je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver plein de choses sur internet, plein d'expériences Mmh. côté professionnel, avec, tu sais, des histoires d'entreprises qui ont des besoins sur, sujet ABC. Je pense qu'on peut aussi trouver des histoires personnelles qui sont souvent d'ailleurs plus racontées par des mamans, dans le cadre de ce que tu fais toi aujourd'hui. Les papas, il y a un côté très, ego fort, grande gueule, des gens qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Je sais pas si je suis quelqu'un qui a moins de mal à exprimer. Je pense que comme j'ai été élevé par une maman, bah, c'est peut-être plus simple pour moi, émotionnellement, de verbaliser les choses, pas forcément de les montrer. Je pense qu'il y a une Ouais, nuance. Je peux être bien capable de verbaliser les choses. Par contre, quand il s'agit d'aller les exprimer auprès des gens que j'aime, beaucoup plus compliqué, j'ai un peu plus de réserve. Et donc, je pense que c'est l'avantage d'un format comme celui-ci. C'est d'arriver à véhiculer des messages qui sortent de la théorie, qui s'appliquent plus au réel, surtout dans le cadre de beaux papas, pour le coup. Parce qu'on t'apprend pas, il n'y a pas d'école des beaux papas, tu vois. Et en vrai, même si on avait une, j'irais bien regarder, identifier les mentors qui viennent dans cette école-là pour m'assurer qu'ils vont pas faire que raconter de la théorie, ouais. quel est ton avis sur, le rôle de papa dans notre société d'aujourd'hui? Mmh. Pour un papa qui a juste 18 mois. Qui, est en train, qui vient de juste dire papa, du coup, pour la première fois. Papa. La place de papa. La place de parent, la place de papa, hein. Tu fait la nuance, hein. Tu Oui, volontairement c'est utilisé vraiment le mot papa, papa, c'est hein. oui. Mmh. En fait, c'est très bizarre, je sais pas où je vais, je réfléchis à voix haute. Je pense que finalement, pour moi, c'est pas papa ou parent. Je pense que c'est, pour le coup, avec ma femme, je pense qu'aujourd'hui, chaque relation, chaque collaboration est différente. Chacun a des vécus, des forces, des faiblesses. Et je pense que la vraie première chose, c'est d'arriver à identifier sa place dans un couple, dans un foyer, sa place, tu vois, ses forces et faiblesses, sa place. Et je dis pas la femme en cuisine, l'homme qui va travailler, qui ramène l'argent sur. Je parle d'aller plus loin que ça. Je parle des convictions fortes. Moi, ma femme, elle est. En plus, elle habite les États-Unis, très forte en politique. Elle a suivi beaucoup ça. Moi, j'arrive là un peu en naïf. Je m'exprimerai jamais auprès de mes enfants sur de la politique, ou en tout cas avec beaucoup plus de réserve. Je pense qu'il y a un travail déjà d'introspection sur qui je suis, ce en quoi je crois, mes forces, mes faiblesses, et arriver à avoir l'humilité de, quand tu communiques, quand tu éduques tes enfants sur des sujets, leur dire je pense qu'il faut que tu t'en parles à d'autres personnes, ou je pense qu'il faut que tu regardes sur internet, ou je pense que je suis pas la bonne personne vraiment pour en parler. En revanche, ça m'intéresse, et si toi tu veux parler, parle-en. Je vais plus loin et je réponds maintenant à ta question, j'en viens à la réponse, mais ça me semble important de poser cette brique-là, parce qu'elle a du sens. C'est que je pense que ton rôle, c'est d'arriver à garder cette honnêteté que tu as vis-à-vis de toi-même auprès de tes enfants. Alors oui, il y a une surface à avoir qui est la sécurité. Il faut les mettre dans une espèce de sécurité des fois presque fausse qui est ça va aller. T'inquiète pas, je suis là, ça va aller. Et même quand toi, au fond de toi, tu te chies dessus, je suis désolé d'utiliser ces mots, il faut que d'un point de vue juste de l'image que tu renvoies, tu sois quelqu'un de fort et que tu sois capable de quelqu'un de présent. Et ça d'ailleurs, c'est pas seulement des fois avec tes enfants, c'est aussi avec ta femme. Et ça, c'est souvent le rôle du papa. Donc j'essaie quand même de raccorder des wagons avec le rôle de papa, le rôle de... Je pense qu'il y a une figure quand même d'autorité, une figure de sécurité à avoir, à donner au foyer, que ce soit sa femme et ses enfants. Moi, j'apprends sur le rôle avec les deux. Donc c'est pour ça que dans mon discours, chaque fois, ma femme n'est pas trop loin quand tu me poses des questions. Comment toi, tu te vois comme papa? Je suis un mec chiant. Je suis un mec chiant. Je suis un mec chiant avec tout le monde, en vrai. Mais je suis le bon chiant. C'est-à-dire que je pose beaucoup de questions. Et ça, c'est des formations professionnelles ou des formations personnelles. Le fait que j'ai toujours été le bon copain quand j'étais petit, introverti, donc j'étais toujours celui qui te posait des questions, j'étais un peu le confident. Ça, je pense que c'est resté et ça me sert aujourd'hui en tant qu'extraverti parce que tu restes introverti. Tu fournis beaucoup plus d'énergie que tous les extravertis que tu connais parce que chez eux c'est naturel et chez toi ça l'est pas. Euh,
Mais ouais, il y a ce côté où je pose beaucoup de questions et le fait des fois de poser des questions que les gens se posent pas ou ne veulent pas se poser, te fait des fois rentrer dans la case chiant. Et pourquoi je dis bon chiant? Parce que ces questions-là sont toujours source d'évolution, sont toujours source de réflexion. Le seul problème, c'est que quand tu fais ça avec des adultes, c'est bien. Quand tu fais ça avec des enfants, c'est moins bien. C'est même plus chiant, très chiant, trop chiant. Gna 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 gna. Mais ce que tu disais un peu plus tôt dans l'interview est vrai aussi, c'est que c'est des choses qui restent. Même si tu penses que parce qu'il y a une réaction négative en face, il faut mal le prendre en tant que parent. Des fois, tu sais, des fois, elles me font des réflexions ou elles me montent les yeux au ciel. C'est, je pense, le truc qui énerve le plus les parents. En tout cas, moi, c'est le truc qui nous énerve le plus avec ma femme, c'est quand elle lève les yeux au ciel après leur avoir dit quelque chose. Tu penses que c'est négatif, mais comme tu l'as dit, il y a un truc qui reste. Et c'est la répétition qui. Et on y reviendra après avec l'arbre. Je sais que ça t'intéresse de savoir pourquoi j'ai parlé de l'arbre. Mais c'est la répétition qui crée les automatismes. Et c'est les automatismes qui créent la performance, ou qui créent l'évolution positive, ou qui créent plein de bonnes choses pour toi, ton évolution personnelle et ta vie d'adulte plus tard. Bref. J'aime bien les règles. Je pense qu'aujourd'hui, en connaissant bien les règles d'un jeu, tu es capable d'en maîtriser le jeu et tu es capable de performer sur un jeu. C'est un truc qui régit beaucoup ma vie de manière générale. Je m'intéresse beaucoup aux règles du jeu, je m'intéresse beaucoup aux lois, je m'intéresse beaucoup à ce qui nous définit, à ce qui définit un environnement, une personne, ce genre de choses. Je dis pas que je m'en sers, mais en tout cas, ça me permet de mieux comprendre et d'aller là où je veux après plus tard. Et c'est un truc que j'inculque indirectement, du coup, en étant un peu chiant, en ayant des règles. Et le seul truc, c'est que quand tu as des règles, tu as intérêt de bien les respecter pour toi-même. Parce que le problème avec des enfants, c'est qu'ils récupèrent tout et ils aiment bien utiliser les choses contre toi. Donc quand tu dis quelque chose, il faut que tu montres l'exemple et que tu sois exemplaire. Sinon, ils peuvent t'en servir pour te botter le cul. Et moi, ce que je leur dis quand ils me bottent le cul, c'est que vous avez raison de me botter le cul. Donc quand je mange un truc, un exemple concret, mais quand je leur dis il n'y a pas de snack après 8 heures du soir, et que je rentre d'une activité ou du sport et que je suis en train de manger des cochonneries, hein, voilà, on voit tous, on a tous une image de soit des chips, soit des chocolats, soit des sneakers, soit des bonbons, bref, sucette, et ben ils sont là pour dire mais je croyais que c'était pas après 8 heures. Et je leur dis oui bah t'as raison, c'est pas après 8 heures. Mais là je rentre du sport et j'ai envie d'avoir une cochonnerie, donc je vais prendre la cochonnerie. En tant que parent, on a toujours le fameux «mais» qui apparaît, tu vois, à la fin. Je suis passé par là aussi en disant: pas de téléphone à table». Puis je regarde: «On a dit pas de téléphone à table, papa». Je dis: «Merde, putain, Et ils ont je me raison, suis fait avoir». Bah oui, ils ont raison. tu as raison sur le fait qu'on a des règles qu'on met, puis si on a des règles qu'on met en place, bah, il faut qu'on soit les premiers à les appliquer. Et souvent, je le dis aussi avec mes accompagnements, avec au niveau professionnel, pour ceux qui veulent expliquer aux autres quoi faire, mais ils le font pas. Je dis: «Mais ça joue sur la crédibilité de la personne», en disant: «Bah, moi, j'ai appris un truc, toi, fais ça, mais écoute, moi, ça passe», ou je trouve toujours une raison pour ne pas le faire. Et quand on vit dans une famille dans laquelle nous avons aussi des règles qu'on met en place, les règles ne sont pas juste appliquées pour l'instant T. Ce sont déjà à l'application des règles. Mettre des règles, c'est quand même mettre un cadre sur lequel, on va dire, dans lequel va se développer l'enfant et qui va être, on va dire, un adulte plus tard, papa ou maman ou autre, qui vont aussi se développer et ça vient beaucoup. Puis je te dirais par rapport à l'arbre, une évolution dans mes pensées que j'ai eue aussi. Je te partagerai ça après plus tard. Tes papas chiants, mais comment? Un bon chien. Mais comment tes enfants te voient comme papa? Est-ce qu'ils voient ce que toi, tu te vois? Bah moi je vois le bon chien et ils voient que le chien, hein, j'imagine. Ah, toi, tu Mais vois le bon chien, mais eux, ils voient le chien quand même. je pense que quand à leur âge, on parlait tout à l'heure de valeur et d'importance des choses. Je pense qu'encore une fois, eux, leur environnement et leur prisme d'analyse des choses, c'est est-ce que je peux manger ce que je veux? Est-ce que je peux voir les copains que je veux? Est-ce que je peux faire ce que je veux d'une manière générale? C'est ça le prisme d'analyse. Sur ce prisme d'analyse-là, oui, bah, je suis un peu contraignant en vrai, entre toi et moi. En revanche, je suis quand même celui qui te prend par la main, qui t'emmène dans des salles d'arcade. Je suis celui qui te fait découvrir le géocaching où tu dois faire trouver des cachettes de. Je sais pas si vous avez. Je Oui. pense que vous avez. Oui, c'est partout dans le monde. C'est Oui, quoi cette oui, oui. question conne que tu allais poser là? Comment ça, on a l'électricité, Internet au Canada? Oui, bien évidemment, vous avez l'électricité, l'Internet. C'est Donc pas parce que géocaching, tu tu vois. vis un Français qui vit aux États-Unis, maintenant il voit le reste du monde. Est-ce que vous avez ça Coupé, chez vous? coupé. Hop, Oh putain, coupé. je vais pas Donc censurer cette géocaching,
Mais en gros, j'essaye de faire découvrir des nouvelles choses. Et en fait, pourquoi je suis bon à ça? C'est parce que je pense que, très égoïste ce que je vais dire, mais parce que comme je le fais avec passion pour moi, naturellement, je vais arriver à l'inculquer et à le faire avec passion pour les autres ou à amener les autres à le faire avec moi par passion également. C'est que je pense qu'avant de convaincre, et ça rejoint les trucs des règles, mais avant de convaincre quelqu'un d'une règle ou d'une chose, sois-en convaincu toi-même. Et donc, et donc l'inverse marche aussi, la réciprocité marque. Quand tu es très passionné par quelque chose, naturellement, tu vas réussir à passionner les autres. Alors après, il faut arriver à le verbaliser. Il peut y avoir aussi une barrière de la langue. Mais ça sert à rien de se cacher derrière la barrière de la langue. Tu prends la main de quelqu'un, tu ne lui parles pas, tu l'emmènes faire du géocaching, tu lui montres la marche, les cachettes. Et attends, mais c'est obligé que la personne va aimer faire ça, ou en tout cas de temps en temps faire ça. Donc je pense que je reste ce côté, cette étiquette de beau papa un peu chiant, je pense que je reste. Mais il y a ce côté quand même, il est quand même sympa, Jim, parce que quand on veut le maquiller une fois par mois, il nous dit qu'on a le droit de le maquiller, parce que les routines de prendre soin de notre peau le soir, des fois on le fait avec lui quand on regarde la télévision. Je suis quelqu'un qui quand même dit souvent non, mais quand même dit le plus souvent oui, d'une manière générale. Et ça d'ailleurs c'est important, c'est un truc peut-être assez communiqué, c'est la balance de oui et de non quand on est papa. C'est un truc un peu inconscient, mais je pense que c'est important que quand on fasse les mathématiques, il y ait quand même plus de oui que de non. Qu'on arrive à trouver des oui mais, comme tu dis. Ouais. Parce qu'à la fin, c'est ce que les enfants retiennent. C'est le mec qui dit tout le temps non ou le mec qui dit quand même souvent oui. Moi, j'ai souvent quand j'utilisais le oui, non, puis j'ai utilisé beaucoup le non et j'ai même écrit un article là-dessus sur le pouvoir du non, qui m'a permis de dire oui aujourd'hui. Ce qui a permis de dire: «Ah papa, je veux un téléphone». «Non». Puis après, c'est rentré dans des processus, je lui dis: Pourquoi tu veux le téléphone? Est-ce que tu as fait un benchmark de ton téléphone? Est-ce que tu as regardé le prix? C'est quoi l'utilité?» Puis c'est passé par toutes ces étapes. Puis aujourd'hui, mes enfants, quand ils disent: «Je veux ça», ils ont déjà fait toute l'analyse avant et que moi, j'ai plus, en fait, la place à dire non. Parce qu'ils ont fait tout leur truc et puis si tu peux pas payer, bah, moi, je participe avec tel et tel. Tu vois, ils ont poussé l'analyse beaucoup plus loin. Imagine à chaque fois, j'avais dit oui. Tout cet esprit d'analyse, de recherche, de compréhension, de valeur ne serait pas développé. Tu vois? C'est pour ça que je l'appelais le pouvoir du non. Je te Il y a, il partagerai y a- le lien avec ça donc. avec grand plaisir. Il y a Sephora, Sephora, la marque du coup de cosmétiques, qui a une marque de produits qui s'appelle Del Sol. Quelque chose Del Sol. Très soleil, forcément. Del Sol, tu l'as compris. Et en fait, la plus petite de 12 ans qui s'appelle Eva, donc j'ai pas donné les prénoms. J'ai Eva 12 ans et Miranda qui va faire 15 ans, qui collectionne tous les produits de cette marque, de cette gamme Del Sol. Et, euh, et un jour, on n'en pouvait plus avec ma femme. En fait, elle achetait tout son, j'allais dire son loyer, tout l'argent qu'elle reçoit tous les mois en faisant des tâches à la maison, aller dans les cosmétiques et notamment cette gamme de produits. Et forcément, ils sont malins hein, avec Sephora. Bah, tous les mois, il y a un nouveau produit Achète. d'édition limitée qui sort. Marketing, surtout américain. Euh, et une fois, on en a eu marre. On a dit, écoute, ok, tu peux l'acheter. En revanche, on attend de toi une présentation, un PowerPoint, Ah! slide, où tu vas nous présenter et à toi de définir la structure. Tu peux avoir l'aide de ta sœur si tu veux. Pourquoi on devrait acheter le nouveau produit de la gamme Del Sol. Elle a eu, je crois, 24 heures ou 48 heures pour le faire. Alors, elle a même pas utilisé les outils ChatGPT, etc. Peut-être un petit peu sur la partie verbale, mais pas les présentations. Il n'y a pas Gamma qui génère Non. automatiquement la presse. Elle a vraiment elle-même généré ses images, etc. Et elle a 12 ans. Hein. Et ben franchement, bravo. Franchement, c'était incroyable. Pour son âge, incroyable. Et je me dis, toi, ça, c'est le genre de choses que tu as envie effectivement de faire sortir, de voir naître chez tes enfants. Parce que ça, pour le coup, ça te remplit d'une fierté qui est différente. C'est une fierté. En plus, moi, je suis touché. Je sais pas si tu es à l'aise avec les profils de disques. Moi, j'aime bien les trucs psycho et le disque, ça Ouais. fait partie des choses que j'ai apprises. Mais tu commences déjà à voir naître des couleurs chez tes enfants. Et moi, je suis quelqu'un qui est très conforme. Je suis quelqu'un qui aime bien les règles. Je suis quelqu'un qui aime bien les maths. Je suis quelqu'un qui aime bien les cadres. Et le fait qu'elle mettre des mots, sa créativité dans un cadre qui est un PowerPoint, ça me touche d'autant plus. Mais c'est moi qui Allez, ai été à bien. l'initiative de ce truc-là. C'est-à-dire que c'est un truc qui s'est fait à deux naturellement. J'ai mis les règles, elle a joué le jeu et elle m'a rendu un truc qui m'a rendu fier. Et à la fin, tout le monde y a gagné, mais tout le monde y a participé. Et de temps en temps, et je fais le lien avec aussi le sujet du jour, c'est que de temps en temps,
j'ai l'impression qu'on met nos enfants dans des positions d'échec en partageant pas assez ou en les aidant pas assez à se mettre aussi eux-mêmes en avant. Et dire oui, pour moi, dire oui, c'est les mettre en position d'échec. En vrai. Tu parlais un peu plus tôt, tu sais, des expressions ou des choses qu'elles te disaient. Il y a une expression qu'elles disent et que tu dis beaucoup, elles te reprennent et elles t'imitent. Bah, celle qui me revient le plus, parce qu'ils, le font assez souvent, c'est le fait que quand je réponds pas à la question ou que je finis pas mes phrases. Là, que tu me poses la question, on dit: «Qu'est-ce que tu penses de ça?» Je dis: «Je pense que, tout le monde est en attente». Tu vois? Je dis: «Bordel, il finit jamais ses phrases». Parce que j'ai remarqué avec mon attention que ça va très vite dans ma tête et que pour moi, la phrase est déjà finie, mais elle n'a pas été verbalisée complètement. Ou il y a une autre chose, où ça dépend, ça arrive souvent que je suis déjà dans mes pensées et que tu me poses la question. Donc, j'ai eu un cas là avec ma chérie où on regardait un film hier et puis elle fait des commentaires sur le film. Puis à la fin, je lui dis: «Mais tu es pas d'accord?» Je dis: D'accord sur quoi?» Elle me dit: «Beh, sur ça», mais c'est je dis: «Mais tu as juste fait des commentaires, tu étais pas en train de me parler moi», tu vois? Donc il y a un truc que je vais t'avouer, c'est que papa ou pas, c'est toujours de ta faute. Il y a toujours un moyen qui se retourne contre toi et ça, c'est un truc que j'ai eu l'habitude de l'avoir et j'ai un plaisir avec ça. Dans le sens que j'ai pas avoué, je chuchote, donc que j'ai un plaisir avec ça, c'est dans le sens où c'est c'est peu importe ce que tu fais, c'est pas réellement méchant, tu vois? Mais il y a toujours un moyen et je trouve ça créatif de la part de tous les membres de ma famille qui trouvent que c'est toujours ma faute à la fin. Donc je le prends pas mal, je le prends pas perso, mais ils trouvent un moyen de sortir d'une truc en disant: «OK, tu les as coincés avec des arguments dans un coin, elles arrivent à trouver le moyen de sortir de là» et là, ça, je trouve ça génial. Mais moi, parfois, je fais comme quoi: «Ah, c'est toujours ma faute» et cetera, mais en réalité, au fond de moi, je suis fier on va dire Mais, de mais, cette mais compétence qu'ils ont. ça, je pense que ça rejoint l'idée d'avoir une posture d'autorité ou de sécurité. C'est-à-dire que D'accord. il faut laisser son ego de côté quand on est mari ou papa. Et c'est ok que même si tu as raison, tu es tort en fait. Au final, au final, on s'en fiche. L'histoire va pas retenir qui avait raison, qui avait tort. L'histoire va retenir la façon dont les gens se sont sentis dans la salle. Et s'il y en a un qui doit un peu se sentir mal, bah, c'est mieux que ce soit le papa, que les enfants et que ta femme. Et après, avec la femme, ça peut se discuter. C'est peut-être à balancer en fonction des situations, histoire que ce ne soit pas toujours le même qui prenne. Je sais pas si, je sais pas si tu vois, mais et ça, c'est un truc que je me renvoie à moi-même quand je te dis ça, c'est en fait, oui, peut-être que tu as raison, mais est-ce que ça vaut le coup d'argumenter pendant 5 minutes pendant le dîner, alors que tes enfants ont été à l'école toute la journée et qu'une heure de dîner ou une demi-heure de dîner, c'est peut-être le seul temps que tu vas passer dans ta journée avec elle. Est-ce que tu as vraiment envie que sur les 30 minutes, tu as envie d'argumenter pendant 5 minutes, tu vois? Et ça, c'est pareil, c'est beaucoup de théorie, ça fait très psychologue de comptoir, mais, mais c'est un truc qui est réel. C'est que de temps en temps, je me vois argumenter, à, à creuser le petit, à avoir à récupérer le petit bout de gras pour que j'ai raison, alors qu'en vrai, ça va pas changer ma vie, tu vois. Alors que ça peut changer notre journée ou la vie de l'enfant, tu vois. Tu m'as demandé tout à l'heure si j'avais un défi. Ça, c'est un des défis que j'ai aussi. Et je l'ai remarqué que ça fait ce défi-là, ce comportement-là qui est un défi, devient comme une copie ou un modèle que le reste de la famille utilise et ça devient comme: «Ah, c'est naturel que on doit argumenter en premier, se justifier tout le temps». Au point que pendant les vacances, je leur ai dit: «Mais pourquoi on fait tout ça? On a un effort à faire tous ensemble» et c'est vrai que c'est un défi, c'est comme tu as besoin de montrer que tu as raison en premier et puis ça fait un effet de culpabilité après dans lequel un sentiment où je me sens pas bien du tout quand je suis dans cette situation-là. Parce que j'essaie de dire: «Mais pourquoi on doit argumenter tout?» Et à un moment donné, je c'est fatigant d'argumenter tout. Donc là, on a comme un défi collectif. Au lieu, je me suis dit: «J'arrive pas tout seul en tant que papa, mais il faut qu'on arrive tous ensemble». Parce que c'est pas cool. C'est quelqu'un qui te tout bête, tu me poses la question, tu m'as déjà posé la question,
Tu m'as pas écouté quand tu l'as fait, donc tu aurais dû faire ceci et puis ça part. Je dis: «Mais écoute, je t'ai posé la question, juste réponds-moi». Là, on argumente pendant 5 minutes pour dire: «Elle est où la cuillère?» Puis: «Ah, je te l'ai déjà dit», puis ça part sur 10 minutes d'échange et je le fais et ils le font et c'est pour ça que je me dis: «OK, j'arrive pas tout seul en tant que papa, bah, essayons peut-être tous ensemble». Que si moi je le fais, fais-moi le remarquer. Si toi tu le fais, je te le fais remarquer, puis hop, on essaye de basculer. On va pas changer du jour au lendemain, mais au moins, on a conscience qu'il y a un truc qui va pas avec ça. Puis c'est un défi collectif. Puis j'ai trouvé ce moyen-là. Donc, moi, ça me permet de le garder comme un trigger à chaque fois. Puis j'ai d'autres triggers aussi. Donc, comme ça me rassure que je suis pas en fait tout seul. Puis on se donne comme un exemple aussi pour les autres. Donc, Tu dis, quand tu parles de responsabilité collective, moi j'ai quelqu'un que tu as connu indirectement parce que quand j'étais venu te voir, dans ton restaurant, libanais mmh, Betouti, dans le Marais, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Imagera. La boîte avait un cofondateur qui s'appelait Damien Soisson et cette personne-là m'a accompagné dans ma vie professionnelle et personnelle, un peu comme un mentor. Et là, cette personne a fait récemment un voyage d'un an avec toute sa famille, donc 2 enfants et sa femme sur un bateau. Voilà. Ils se sont coupés de leur vie, pour être en famille pendant un an sur un bateau. Et comme je discutais régulièrement avec lui, je prenais des nouvelles régulièrement, je m'intéressais, parce que je passais par là, je m'intéressais beaucoup aux rituels, aux choses qu'ils faisaient en famille sur le bateau. Parce que pour le coup, ils se marchaient tous les uns sur les autres. On est sur un espace beaucoup plus réduit. Quand ça va pas ici, tu peux aller dans ta chambre, tu peux claquer la porte, tu peux aller dans le jardin, sauter sur le trampoline. Bon, ça va, t'as des moments où tu te libères émotionnellement. Sur un bateau, oula, beaucoup plus compliqué. Bref, tout ça pour dire que euh, un truc qui a été game changer pour lui dans sa vie sur le bateau et dans sa vie avec sa famille, c'était que régulièrement, je sais pas si c'était une fois par semaine ou une fois par mois, j'ai plus la fréquence, la régularité, mais ils se réunissaient et chacun amenait un sujet, chacun amenait des choses à parler en famille. Un peu comme, c'est pas un team building, mais c'est comme un sales kick-off. Moi, je suis un commercial, c'est un peu les sales kick-off. Tu es le manager ou pas, ou tu fais partie de l'équipe, et une fois par mois, tu te réunis pour parler des sujets un peu épineux ou des bloqueurs ou ce genre de choses. Et ben, pour ceux que ça touche, j'invite les gens à le faire parce que ça marche bien. Pas uniquement pour faire remonter les trucs qui te tracassent, mais même pour faire remonter pour les enfants les activités que tu as absolument envie de faire, que tu as fait dans le passé, que tu n'as pas refait depuis un certain moment, par exemple du kayak. Ma petite qui dit bien, on n'a pas fait du kayak depuis 3-4 mois, j'aimerais vraiment qu'on mette dans l'agenda dans les prochaines semaines, qu'on puisse faire du kayak, que je puisse pour la première fois me faire un tatouage, me faire faire. Alors non, mais du coup, je dis pas que tu dis oui ou non tout de suite. Ah, calme-toi, papa, calme-toi. Dis pas oui ou non tout de suite. Mais en tout cas, c'est des moments c'est des moments neutres en termes de tension, en termes d'émotion, c'est neutre. Tu réagis pas à un truc qui vient d'être dit. C'est un truc qui a été construit par les gens qui amènent les sujets sur la table. Ils les défendent ou ils en parlent, ils les argumentent. Et on leur demande pas d'argumenter à brut pour le point. Ils ont construit leur réflexion, ils la partagent, ils essayent de faire adhérer le reste de la table, et après il y a discussion. En tout cas, je trouve que c'est intéressant comme clé à avoir dans son trousseau en tant que parent, en tant que papa, d'avoir un moment de dialogue, d'échange un peu neutre avec sa famille ou avec ses enfants. le dialogue est vraiment important, dans une famille parce que j'en parlais récemment sur un autre, on va dire, type de sujet et on se rend compte que la communication, les échanges, c'est important parce qu'il y a un point qu'on oublie parfois, c'est que tout le monde évolue, nous-mêmes on évolue. Et il y a des choses qu'on aimait peut-être pas avant, qu'on adore aujourd'hui ou inversement ou donc c'est nos expériences de vie, si on veut garder une sorte d'équilibre. Comme là, la covid, c'est l'équivalent du bateau, de ton copain. Les Ça a approché des familles comme ça a fait exploser des familles. Ça a explosé, dire: «Ah là, qu'est-ce que je fais?» Tout le monde fait télétravail, on part tous dans une même pièce. Nous, heureusement qu'on a une maison, puis tu as plusieurs étages, chacun peut être un endroit. Même le sport, c'était très utile d'avoir une maison parce que tu montais et descendre des escaliers on continue. Donc mais ça nous a permis aussi de créer un jeu familial. Donc on a créé le jeu «Qu'est-ce qu'on fait?» Tu vois? Donc qui est parti de ma fille: «Papa, maintenant qu'on est confiné, bah, qu'est-ce qu'on fait?» Et puis ça a permis il y a un truc que j'utilise maintenant au niveau professionnel, c'est comment passer de l'idée à la commercialisation en 3 semaines, mais en mettant un point de clé dans lesquels j'ai mis, 5 points clés, dont un c'était aussi l'équipe. Parce qu'on s'est rendu compte que même si on vit dans une même famille, même si moi je veux que mes enfants soient comme ci ou comme ça, on a tous nos personnalités.
Et quand ma fille m'a dit: «Ah, papa, qu'est-ce qu'on fait? Je suis là pour m'amuser, je fais des dessins, puis on joue, tous les jours, il y a une activité». Bah, en fait, moi, je voyais, papa entrepreneur, on va faire qu'est-ce qu'on fait pour le reste du monde, ils vont télécharger ceci, cela. Là, j'ai perdu tout le monde parce que tout le monde était stressé. Nous, on s'amuse. Toi, tu es déjà lancé ton entreprise. Donc là, je me suis dit: «Oh, OK, bah, je vais faire moi ce que je peux faire. Tu fais ce que tu fais. Toi, tu fais le dessin, Timillon, tu as le numérique, Charlotte, l'écriture, le texte». Puis j'ai laissé tout le monde s'éclater dans sa bulle, puis essayer de créer une bulle dans laquelle on s'éclate tous ensemble. Donc il y a cette notion aussi, on va dire familiale que je trouve, en tant que papa, c'est intéressant parce que ça permet à chacun d'avoir sa place et d'éviter de projeter que: «Moi, on m'a toujours appris ça, donc tu dois faire ce qu'on m'a appris parce que c'est ça la vérité, ce qui est bien». Mais sauf que ça a évolué en fait depuis. Et pour construire sur ce que tu viens de dire, et notamment la première partie qui était sur la communication, l'importance de la communication. Aujourd'hui, on n'a pas conscience, mais on communique beaucoup avec les gens qui nous entourent et à la maison avec notre femme et nos enfants. Mais c'est de la communication souvent non verbale. C'est notre tête, c'est un geste. Claquer une porte, c'est une communication non verbale qui est très violente parce qu'il y a un son, il y a un acte. Et en fait, je pense que notre devoir en tant que parent ou en tant que papa, ou la maman peut-être de temps en temps, parce que c'est souvent celle qui communique le plus, mais on devrait aussi autant, voire des fois plus communiquer avec nos enfants, surtout quand ils sont violents finalement, ou ils font des actes de violence, euh, de leur dire, là t'as claqué une porte, mais tu ne nous as pas dit ce qui allait ou ce qui allait pas. Mmh. Parce que des fois, tu sais, tu as des moments, des réactions où il n'y a rien qui est verbalisé, il n'y a rien qui est dit, mais il y a quelqu'un qui part de la salle et qui claque la porte. Ok. Et là, c'est pour moi, à partir de ce moment-là, tu te fais plein de films dans ta tête. Ça lui a fait mal, j'aurais pas dû faire ça, mais à un moment donné, tant que t'as pas la discussion, tant que t'as pas un vrai échange, tant que t'as pas verbalisé les choses avec la personne concernée, ça sert à rien de se faire des films dans notre tête, ça sert à rien de culpabiliser, pour reprendre le sentiment dont tu avais parlé tout à l'heure. Et je pense on doit montrer l'exemple et que même de temps en temps, on devrait prendre sur nous, même quand on est en colère, même quand on a envie de dire claque pas la porte, j'ai dit de pas claquer la porte, plutôt de dire écoute, ça, ce que tu viens de faire, on avait dit qu'on claquait pas la porte, mais c'est pas grave, ne parlons pas de ça maintenant, parlons de comment tu te sens, parlons de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu m'as pas dit que tu as envie de me dire? Qui t'a laissé 5 minutes entre le moment où ça s'est passé et le moment où tu en discutes. Mais je pense qu'on a tendance, tu sais, c'est un peu la société de consommation et c'est un peu les reliquats de cette société de consommation, des dérives de la société de consommation et de la rapidité à laquelle on fait des choses aujourd'hui, qu'est on laisse les choses filer. Un claquage de porte, quelqu'un qui gueule, ça passera demain, on va dormir dessus et demain ça ira mieux. Le problème, c'est que quand il y a de la répétition là-dessus, on construit indirectement, on participe à la construction de Voilà. choses qui sont plutôt négatives que positives. Alors qu'on a le pouvoir de communiquer pour arrêter quand c'était juste une fois, deux fois. Encore une fois, j'aborde des trucs qui sont très, très, des fois difficiles, je pense, à verbaliser. Et donc, moi, le premier, je suis celui qui véhicule ce truc-là. Et si j'y arrive pas, c'est ma faute. Mais je sais pas si ça te renvoie à des moments. C'est mon but, c'est que ça nous renvoie à des moments, des choses qu'on fait et qu'on aurait pu des fois faire différemment. Ça revient au sujet que je te disais tout à l'heure par rapport à notre comportement de tout le temps argumenter ou expliquer un truc et puis on essaye autour de ça qu'à à répétition, on normalise en fait la chose. Puis je dis: «OK, mais comment nous sommes arrivés à ça?» Quand tu prends conscience, tu te dis: «Mais parce qu'on a laissé passer une fois ou 2 fois, ou on l'a pris à la rigolade, puis, on l'a fait comme ça». Puis je dis: «Ah, j'ose pas. Est-ce que je le fais? Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je dois lâcher? Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Est-ce que je vais être le chiant ou le bon chien?» Tu vois, il y a plein de choses qui viennent dans ta tête très rapidement. Puis c'est le fait de verbaliser et puis je te rejoins sur ce point-là. Communiquer, c'est ce que tu as, ton hamster dans ta tête, bah, viens le dire. Donc, fais-le, partage-moi, mets tes mots là-dessus, parce que moi, j'ai mes mots sur ton comportement, mais ça se reste mes mots. Mais toi, comment tu le vis? Puis après, tu sors d'un truc, je dis: «Oh, c'est pas grave». Mais écoute, c'est très grave pour elle, mais c'est pas grave pour moi et on revient sur la fameuse expérience de 40 ans, expérience de 14 ans et c'est beaucoup plus facile pour nous de revenir à 14 ans que demander à quelqu'un de 14 ans de réfléchir comme quelqu'un de 40. Évidemment. Donc, ça moi, ça m'a marqué cette histoire-là avec mon fils de dire: «Papa, c'est quoi ça?» «C'est un téléphone». Je dis: «Mince, il connaît pas le téléphone». Je dis: «Ah, il connaît le téléphone, mais autrement».
un autre type, un autre style. Donc, puis moi, je suis cette connexion-là de dire ce qui existait avant avec là, puis ça va partir avec moi, puis lui, il aura d'autres choses à partager avec ses enfants qui vont vivre sur Mars ou Jupiter, on sait on sait pas encore. Mais je pense qu'il y a un exercice assez simple aussi à faire pour commencer ce travail de faire verbaliser les choses par les enfants ou avoir ces espèces de petites habitudes en dehors de ce que j'ai dit sur le rituel hebdo ou mensuel. Je sais qu'en fin d'expérience, en fin de voyage, de vacances avec les enfants, c'est un truc tout con que j'ai vu dans des télé-réalités à la télé, mais ça fonctionne bien. J'ai mis les barrières, c'est bon, je peux y aller. Euh, c'est de dire qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu as le moins aimé pendant l'activité ou pendant les vacances. Mmh. Ça participe à mettre des mots sur des émotions, à mettre des mots sur des événements et à surtout à les garder mieux ancrés en soi. Je crois beaucoup à ce truc-là et quand je le fais surtout pour moi en vrai, parce que c'est moi qui ai organisé les vacances et donc moi ça me flatte mon ego. Mais encore une fois, je le fais pour moi, j'y mets un peu de passion et au final tout le monde y gagne. Et encore une fois, je reviens à mon challenge personnel qui était de faire les choses des fois plus pour les autres que pour moi-même. N'empêche qu'on se débrouille avec les outils qu'on a. Hein. Donc, mais ça c'est important et c'est un bon exercice. J'invite les gens à le faire. Ça paraît con comme ça, et je pense que de temps en temps on le fait, mais, mais créer l'habitude, c'est sympa aussi. J'ai fait pareil avec, quand on était en vacances, récemment, puis pareil, je suis un peu comme toi, m'organiser, puis voir, en fait. C'est comme ton client, tu dis: «Ah, est-ce que ça s'est bien passé?» tu vois? Oui, Puis après: «Ah, l'hôtel était ah, ceci, le petit déj machin, le ceci, le cela» et puis toi là, tu te fous. Mais là, en fait, récemment, je leur partageais un truc. Je dis: «Je vais vous partager quelque chose». Parce que là: «Papa, pourquoi tu fais la gueule?» Je dis: «Je fais pas la gueule, je commence à travailler sur moi, d'accepter que dans 1 an, 2, 3, je ferai plus des vacances avec mes enfants parce que mes enfants ont un autre goût, un autre style, un autre type de besoin». Et là, en fait, le fait d'avoir dit ça, on s'est dit: «OK, mais on peut avoir des besoins différents, mais le vivre aussi différemment» et on l'a vécu quand on est parti au Mexique 1 semaine. Ceux qui voulaient rester, faire la fête et ceux qui voulaient aller à la piscine et ceux qui voulaient, on faisait des choses ensemble, puis il y avait des activités où chacun pouvait être tout seul aussi, ou des moments tout seul. Donc c'est faisable, ça m'a rassuré aussi, on peut avoir des goûts différents, des façons de faire des vacances différemment, mais il y a des choses qu'on peut faire ensemble, il y a des choses au niveau individuel et trouver cet équilibre avec ça. Mais moi, dans ma tête, je me préparais aussi en tant que papa, que mes enfants sont en train de grandir, puis je peux pas tout calculer tout le temps qu'ils sont là, mais on va peut-être, calculer au moment où ils vont être là, on va en profiter. Tu vois, c'est d'essayer de le faire autrement et ne pas dire: «Hey, est-ce que ce que papa a fait, c'est bien?» Je dis: «Mais comment vous l'avez vécu?» Puis oui, c'est normal papa qu'il y a des choses qu'on a aimées, il y a des choses qu'on n'a pas aimées. Donc mais c'est vrai, difficile de trouver des activités de famille, parce que les familles, on a une phase d'adolescent qui n'existe plus. En fait, tu as les familles, petite piscine, avec, des petits enfants. Les adolescents ont disparu de la circulation, puis tu as les, vacances adultes. Je dis: «Mais entre 2, il y a quand même il y a quand même la notion de famille». entre deux, tu as les glaces, les bubble tea et la bouffe de manière générale. Ah, En tout toi, tu as cas, aussi ta bubble tea? Ouais. ça C marche bien avec les ados, hein, généralement. Le maquillage aussi, Sephora, du coup. Je pense qu'il y a quand même un gros. Il y a quand même il y a quand même une obligation en tant que parent d'avoir quand même la volonté de proposer des choses aux enfants et des fois même de forcer. Je pense qu'aujourd'hui, 12 ans, peut-être 14 ans, c'est moins le cas, mais celle de 12 ans, je pense qu'on n'a pas vocation à se dire avec ma femme, ok, on sait déjà ses goûts, on sait déjà ce qu'elle aime, c'est la gymnastique et les glaces. Et en vrai, dès qu'il y aura des activités ou des trucs à bouffer, ce sera surtout de la gymnastique et des glaces. Je pense qu'un devoir en tant que parent, c'est de continuer à proposer d'autres choses, à faire expérimenter d'autres choses et à des fois forcer pour que collectivement en famille, on fasse des choses ensemble et que ça permette à certains de la famille d'expérimenter de nouvelles choses pour qu'à la fin, 15, 17, 18 ans, elles aient vu un maximum de choses et elles aient un maximum de choix dans leur vie. Moi ce que je regrette, et je dis pas que j'en porte un peu, je sais pas, je porte, je sais pas, j'ai de la négativité pour mes parents en moi, mais le fait d'avoir été élevé par une mère seule et d'avoir eu moins de temps pour faire plus de choses, quelqu'un qui m'emmène à droite à gauche, ce que je fais du coup avec les deux petites filles qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est deux, du lundi au jeudi, tous les soirs il y a une activité, du coup on prend du temps 2 heures par semaine le soir pour faire des choses pour elles, mais au moins elles font du piano, de la danse, de la gymnastique, et ça les enrichit. Elles voient d'autres personnes, elles apprennent de nouvelles choses, elles voient des nouveaux enseignants, et moi cet aspect de rencontre
rencontre d'un nouvel environnement, rencontre des autres, c'est ce qui a fait que je suis heureux dans ma vie et je crois profondément que la rencontre de nouvelles choses ou de nouvelles personnes, c'est ce qui te fait grandir d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ce qui te donne beaucoup plus de bagages pour être pour avoir du succès dans ta vie. Le but de conseil de papa, c'est de créer un peu ces échanges-là et de faire comme un effet accélérateur de partage d'expériences, mais en même temps, juste prendre conscience que on est connecté d'une façon ou d'une autre. On n'est pas connecté juste par rapport à une culture ou un pays ou une nationalité ou une couleur, peu importe laquelle, mais on est connecté même humainement et c'est ça qu'en fait que je veux le faire, c'est qu'une famille, papa, enfant, f ça existe dans tout. Donc, c'est comme le truc de base humainement. J'ai 2 questions encore pour toi. Yes. Si tu as un conseil à transmettre aux filles, lequel? Ouais, il y en aurait plusieurs, forcément. Oui, Mais j'ai l'impression qu'on arrive sur des questions où c'est un peu aussi la synthèse, c'est un peu le donne. jus de ce qu'on s'est dit. Un truc qui est pas une synthèse de ce qu'on a dit, Habib, mais c'est un truc que j'aimerais rajouter à l'interview, enrichir l'interview avec. C'est surtout dans le cadre d'être un beau papa. En fait, il n'y a pas meilleure expérience que d'être moi tout seul avec les 2 filles ou avec les filles individuellement, sans leur maman ou sans la deuxième sœur, pour accélérer et renforcer nos liens. D'ailleurs, c'est un truc qu'on m'avait dit. Quelqu'un m'a dit, moi, quand j'ai voulu renforcer les liens avec mes enfants, j'ai laissé la maman de côté. On est parti une semaine en road trip dans une ville, dans un autre état. J'avais loué un chalet dans la montagne. On a fait que des randos et on s'est baigné dans le lac à côté du chalet et on a fait un escape game et peu importe. Et tu deviens la seule source de fiabilité, de confiance, quelqu'un qui va te nourrir, quelqu'un qui va être là pour t'aider avec le papier toilette, des conneries. Et tu deviens la seule source de rassurance et de confort. Et c'est un vrai bon conseil en vrai. C'est que les meilleurs moments que j'ai passés avec les enfants, c'est quand je courais sous la pluie avec le chien et que la maman était dans la maison et elle nous disait allez faire les cons de votre côté, moi je reste à l'intérieur. Je dis pas qu'il faut faire que des moments avec elle, mais je sais que si vous cherchez à accélérer, ou si moi je cherche à accélérer, les prendre dans la voiture, aller manger une glace que tous les 2 ou que tous les 3, faire du géocaching, c'est ce qui fait que je gagne des points et qu'elle gagne des points avec moi aussi également. C'est un conseil que tu donnes à un autre papa ou c'est un conseil que tu donnes Ah à putain, t'as raison. ta fille? Euh, Parce que c'est vrai, c'est une question que je voulais te poser pour dire quels sont les conseils que tu donnes à un papa? Tu l'as fait naturellement. Donc là, ouais, est-ce que tu as un conseil à donner à ta fille? ouais, le conseil que je donnerais du coup à mes 2 filles, en fait, ce serait des conseils orientés. Parce que pour le coup, Mmh, si je veux faire cet exercice-là, il faut que je le fasse par rapport aux 2 petites filles et pas que je le généralise. Moi, j'ai donc Eva qui a 12 ans, qui est une gymnaste, qui est très extravertie, qui est très portée sur les relations sociales. D'ailleurs, ça l'a amenée à être mise à la maison pour l'école pendant 6 mois et puis aller à l'école l'année dernière. Donc, j'ai été qu'avec elle pendant 6 mois où je faisais les déjeuners. C'est pour ça que je parlais d'expérience où tu es que avec la personne. Le fait d'avoir été qu'avec moi à la maison, participer à sa vie au niveau des devoirs, au niveau du déjeuner du midi, de temps en temps l'emmener à déjeuner à l'extérieur de la maison. C'est ce qui fait qu'on a renforcé les liens. Et c'était avec elle que c'était le plus difficile à construire, parce que c'était la plus jeune, c'était la princesse. Euh, donc elle, le conseil que je lui donnerais, c'est plus de patience. Canalise-toi. Euh, Canalise-toi et tu auras davantage d'opportunités. Parce que le problème quand tu n'es pas patient, quand tu ne te canalises pas, c'est que pour les personnes de ton âge et même des fois pour les adultes avec qui tu interagis, tu vas être mis dans une case qui est la petite hystérique, la petite fofolle, qui n'est pas structurée, auprès de qui j'arriverai à rien. Le seul truc, c'est que quand tu apprends à la connaître, quand elle est dans son élément, qui est la gymnastique, elle veut taper tout le monde, elle s'entraîne plus que de raison pour être la meilleure. Donc dans un cadre bien précis, dans une passion bien précise, elle est capable d'être structurée, d'être créative, et le mix des deux la rend très performante. Mais ce qui n'est pas le cas quand tu la rencontres et quand tu passes que 15 minutes avec elle, potentiellement. Je fais du chirurgical là, du coup, je suis passé du tout au tout entre conseil de papa généraliste et Eva, si tu me regardes, coucou chérie. je t'aime quand Et, même. et Miranda, non, non, mais je Mmh, l'aime et c'est le papa chiant qui parle. Hein, pour le coup, tu me demandes un conseil, ce serait le mmh. conseil que je lui donnerais. Et Miranda, qui a du coup plus 14 ans, qui est très introvertie, qui est un peu plus effacée par rapport à sa sœur, mais très studieuse, qui veut devenir avocate.
qui a du mal un peu à bouger avec les activités sportives. On vient de la mettre du coup au cross-country là. Tous les jours, elle court 2 heures avec le soleil de la Floride, elle est ravie, tu imagines bien. Elle, le conseil, ce serait, arrête de tout schématiser dans ta tête, arrête de faire les discussions avant même de les avoir. Arrête de réfléchir déjà à ce que tu vas dire à la personne alors que tu lui as pas encore partagé ta façon de voir les choses et elle n'a pas aussi répondu frontalement. Calme-toi. Une autre forme de patience aussi, c'est une patience qui est plus mentale que physique. Et c'est pareil, tu auras beaucoup plus d'opportunités pour toi. Est-ce que j'ai fait l'exercice, Habib? Est-ce que... Je sais pas, je sais Ouais, pas, mais ouais, je trouve que il y a beaucoup de choses que tu partages, puis il y a pas mal de messages aussi. Il faut lire entre les lignes. Et donc, et moi j'apprécie ça. Puis il y a beaucoup de messages qui se sont passés. Puis à travers les échanges qu'on peut avoir en tant que papa, je me rends compte avec les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres aussi. On parle beaucoup de nos enfants. Et on se découvre en fait, il y a des moments où je me rends compte, je me dis: «Mais on parle pas assez de nous», mais en réalité, on parle de nous dans comment on est avec nos enfants. Puis je me rends compte que tous les petits trucs qu'on peut avoir avec nos enfants reflètent la personne ou le rôle de papa, la personne que nous sommes et le papa que nous sommes aussi. Et là, je me dis: «Oh, tu as pas besoin de poser, 1, 2, 3, 4 comme question», mais en réalité, c'est ces histoires qu'on a avec, nos enfants ou la famille reflète indirectement le papa que nous sommes. Et puis, il y a des papas, qui sont j'ai l'impression que les papas avec des filles, c'est différent avec les papas avec des garçons. Il y a des activités qui sont différentes. Moi, avec ma fille aussi, pareil, elle aime, me maquiller et se tout. déguiser, Je me ouais. retrouve aussi avec, me faire les ongles, tu vois? Maintenant, il y a des moments, moi aussi, je le demande: «C'est quand est-ce que tu me fais mes ongles?» Puis je mets comme ça, puis je regarde, j'attends, puis je sors avec des ongles tout neufs, tout propres et tout. D'ailleurs, là, il faut qu'elle m'en fasse, Mmh. que je prenne rendez-vous. Mais mais Mmh, mais tu vois? Et quand tu dis, quand tu parles d'elle, tu parles un peu de toi. Je pense que la conséquence des fois, naturelle et négative, ce serait de vouloir créer des clones de nous-mêmes. ouais, Et ça, c'est un truc qui c'est pour ça que je parlais d'être dans la proposition et des fois dans forcer les choses, mais pas forcer les choses pour notre propre intérêt, pour leur propre intérêt à elles. Hem, C'est-à-dire que ouais. quand leur seule activité, c'est de faire des bracelets à longueur de journée, bon, bah, toi, de ton côté, il faut être patient et accepter de temps en temps de faire des bracelets avec elle, mais l'ouvrir à d'autres choses que faire des bracelets. Ou alors lui faire ouvrir une boutique e-commerce et t'enrichir sur le dos de ta fille. Mais ça, c'est un autre sujet et je suis pas sûr que Voilà. ce soit une très bonne idée d'aborder ce truc-là dans Conseil de Pas tout de papa. suite, pas tout de suite. Mais en tout cas, je vois le temps passer aussi, puis je me rends Yes, compte que c'est des sujets qui sont qu'on peut approfondir tellement. c'est clair. Je vais finir avec, ma dernière question par rapport au conseil de papa Ab. Quel conseil de papa Ab que tu as pu, on va dire, consulter ou voir peut-être sur le site, mais qui t'a Ouais. inspiré ou te parle le plus? Alors moi, j'ai pris: «Un arbre ne pousse pas en un jour». Mmh, ¿por qué? Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai lu ça, j'ai pas lu ça. Le mec est bizarre quand même, qu'est-ce Mmh. que tu as lu, Jim? Quand j'ai lu ça, ça me fait penser à une phrase, une citation très célèbre, je sais plus de qui c'est, qui est: «Les petits ruisseaux font les grandes rivières». Est-ce que tu connais cette expression? Oui, je connais même un truc que Gibran Khalil Gibran, il avait raconté, je pense, comme quoi, le lien, qu'une rivière, elle devient un océan à un moment donné, mais elle ne le sait pas. Donc, la Exactement. peur de devenir un océan. Donc, mais elle va le devenir quand même. Donc, Ce qui pourrait être, lié à, une feuille devient un arbre ou une pousse OK. devient un arbre. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait c'était très lié et pourquoi j'ai retenu cette phrase-là? Je suis quelqu'un qui est très structuré, très conforme pour revenir au disque et je crois beaucoup en les répétitions de petites choses qui te font devenir la personne que tu es aujourd'hui et forcément, il y a des choses que tu maîtrises pas, surtout, avant l'âge adulte, grosso modo, c'est que tu te laisses un peu porter par la vie. Toujours utile que quand tu te laisses porter par la vie, plus vite tu as des routines, plus vite tu apprends, un peu de conformité quand même et et plus vite tu t'éclateras, tu apprendras à te connaître et tu t'éclateras dans ce que tu fais et tu auras du succès dans ce que tu fais. Et je pense que c'est un truc qui me plaît bien, c'est, encore une fois, c'est les petites personnes, les petites routines, les petits détails.
font les grosses évolutions, font les grosses histoires, quand je dis gros, c'est plutôt grande d'ailleurs, font les grandes histoires, les grands succès. Le grand arbre. Heu et encore une fois, je pense que moi, ce que j'ai compris de ce truc-là, quelqu'un aurait compris quelque chose de différent, mais quand j'ai lu ça dans tes conseils, ça m'a fait penser à l'autre citation et ça m'a fait penser à l'idée que je viens de développer du coup. Je t'avais dit tout à l'heure que j'allais te partager un truc sur l'arbre, donc en plus tu choisi ça. C'est que je me rends compte que notre vie dans laquelle on a nos personnalités, nos habitudes, nos références qui sont ancrées en nous. Donc parfois, on a du mal à se rappeler des paroles d'une chanson qu'on a écoutée hier, mais on se rappelle des paroles d'une chanson qu'on a écoutée quand on avait 5 ans ou même 10 ans. Et là, je fais ressembler ça, en fait, à notre vie avec un arbre dans lequel on construit les racines, puis le tronc, puis les racines sont toujours là. Puis dans la vie qui arrive, il y a des gens qui vont faire partie du tronc, qui seront toujours là pour toi tout le long de ta vie. Mais tu vas rencontrer des gens qui vont être des branches qui vont pousser trop loin. Puis de temps en temps, il y a une branche qui va tomber toute seule. Il y a une branche que tu vas couper aussi par toi-même pour que tu puisses respirer et de retrouver ta beauté. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir beaucoup de branches, ça va être lourd à porter et il y en a qui sont là juste comme un poids et il y en a qui montrent pas qui tu es vraiment. Donc il y en a certains que tu es obligé de couper, tu vas t'en séparer et c'est ça qui fait en fait la vie. Il y en a qui vont être toujours là en fait pour toi, pour que toi tu te vois. Donc ils sont là, mais pour ta beauté à toi. Donc et c'est ça que j'ai trouvé en fait beau dans ça et ma connexion avec la nature qu'on a parfois tendance à dire: «Bah, la nature, on fait ce qu'on veut avec». Mais en réalité, ça m'a reconnecté à la nature, à la terre, à en fait d'où on vient. On en fait partie. Donc c'était ma petite, réflexion que je voulais te partager avec, l'image de l'arbre aussi. J'ai passé un peu plus d'une heure aussi avec toi, avec de beaux échanges, de discussions. J'espère que ce moment-là t'a plu aussi, de pouvoir, Beh, partager un peu, un bel échange, ça se fait à 2, donc donc plaisir partagé, Habib. mmh, Toujours de toute façon. ah bah, merci pour ça, merci pour ta franchise, merci d'entre oui, il y a la théorie, mais il y a la réalité, la pratique de tous les jours. Donc pour un papa de 18 mois, bah, je trouve que quand même tu t'en sors pas mal. Sache que tu es pas Merci. aussi tout seul, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir cet échange-là tous les 2 ou avec d'autres. Les papas anonymes, pas si anonymes que ça du coup. Pas si anonyme que ça. On fera Avec la peut-être des bouteille de vin. le vrai français, le vrai français. En tout cas, au Canada, on a l'électricité, t'inquiète pas, Ah ouais, donc ça nous parle, ça nous je parle. finis avec ça. Donc je te souhaite, un bel après-midi. Merci de ton temps, puis ce fut un vrai plaisir d'échanger avec toi, Jim. Merci Habib.